Moi, je suis très heureux, merci Pierre, très heureux de vous accueillir ce soir. Je suis Joachim Flieger, le délégué général de la Fondation Palladio. C'est mon premier débat public avec vous. Mais je voulais dire peut-être deux choses en mot d'accueil. C'est une maison, Palladio. On l'a décidé comme tel. C'est un lieu d'accueil et d'échange. C'est un état d'esprit aussi, hein, Palladio, celui du débat, des regards croisés. Je voudrais remercier l'ensemble des participants aujourd'hui, des membres fondateurs de la Fondation Palladio, sous l'égide de la Fondation de France, des mécènes qui sont présents aussi. Vous le savez, ce mouvement, cette dynamique d'ensemble, elle ne se fait pas sans votre soutien constant. Ce soutien constant nous permet aussi d'organiser ces événements, ces débats, le cycle des séminaires de l'Institut. Je crois qu'il y a pas mal de participants du cycle ce soir aussi à tes côtés, Pierre, pour animer le débat sur cette idée même de prendre soin de la ville. Donc c'est un mot de remerciement pour vous tous sur cette communauté Palladio. Hier, nous étions avec l'université In situ à Bordeaux en déplacement. On s'est interrogé sur le secteur gare, sur les grandes modifications, les mutations urbaines, sociales, environnementales dans cette métropole. C'était la première fois qu'on se déplaçait dans une métropole française, en plus des déplacements dans des villes moyennes de ces dernières années. Donc voilà, c'est ce mouvement de fond qu'on a enclenché. On a un automne qui est très riche en événements où vous recevez nos communications. On va continuer de vous inviter au débat, petit déjeuner, rencontres, soirées des mécènes et des partenaires. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être là en nombre. On garde une trace évidemment de l'ensemble des débats. C'est enregistré, qu'on puisse aussi partager ces contenus avec les personnes qui travaillent avec vous, avec les parties prenantes de la ville. Et puis, vu que c'est une maison, nous sommes dit avec Meka Brunel et avec Bertrand de Fédot, que je salue ici au premier rang, on s'est dit que c'était sympa aussi d'ouvrir une bouteille à la fin. Donc, je vous invite à la fin des débats, Pierre. Nous avons de l'eau, des jus et peut-être un peu de vin. Mais voilà, si vous avez le temps encore de rester avec nous juste après 20h, ça sera avec plaisir. Je voudrais remercier également l'équipe au complet de Palladio, Marie-Ange, Élodie, Marie-Pierre, Amélie, Esté, pour le travail remarquable de préparation. Et puis, je ne serai pas plus long, Pierre. Merci à toi et puis très bons échanges. Merci Joachim. Alors, traditionnellement, le deuxième on fait 2 débats publics dans le cycle. Il y a 8 séminaires et 2 débats publics. Débat public, ça veut pas dire qu'on fait ça dans un grand amphithéâtre, mais ça veut dire que c'est ouvert. Et en plus, c'est enregistré et c'est diffusé par la Fondation dans ses réseaux le lendemain. Et la tradition, et moi j'aime bien les traditions, c'est que le deuxième débat public a plutôt lieu, oui, en principe en septembre, c'est l'occasion de projeter le thème de l'année sur la région capitale. Voilà. C'est un peu comme ça que ça marche depuis des années. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme illustration du fil rouge qu'on a suivi toute l'année sur la ville de Paris, la région capitale, la métropole, etc. Et donc, comme notre fil rouge, comme vous le savez tous, cette année, c'était prendre soin de la ville, quand je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour projeter ça sur Paris, je me suis dit assez vite, l'idée m'est venue de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de cet actif incroyable, finalement, qu'est la défense. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui appliquer cette idée, presque cette éthique, si on fait référence au Caire, vous voyez, à cet extraordinaire, au sens littéral du terme, objet qu'est la défense. Et donc c'est pour ça que nous avons invité évidemment Pierre Guise. Quand je lui ai proposé au téléphone, il m'a dit c'est mon métier. Donc je veux bien en parler. Et pour être sa discutante, j'ai demandé à Catherine Sabat de venir participer. Merci à tous les deux d'avoir accepté ça. Catherine Sabat, directrice de l'Institut Idéal, bien connue de la Maison Palladio et de l'ensemble de la communauté de la ville, si je puis dire. Merci d'être avec nous. J'en profite simplement parce qu'elle n'osera peut-être pas le faire. Enfin, ouais, t'oserais, tu oses tout, c'est ça, mais
Non, pour dire qu'elle a apporté ici le programme d'idéal qui me semble très intéressant et que vous trouverez sur la petite table qui est ici. Voilà. Merci beaucoup. Catherine, Pierre-Yves, c'est à vous. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, Pierre-Yves. Discussion de salon, hein, puisqu'on est à la maison. Donc, si vous avez des questions que vous ne pouvez pas retenir jusqu'à la fin, vous pouvez les poser. Donc, dans le cadre du cycle Prendre soin de la ville, alors, je ne sais pas si c'est cynique ou un hasard, mais le 11 septembre, parler de réparer un quartier d'affaires, c'est quand même pas tout à fait anodin. Mais quand on parle de la défense, vous verrez qu'on n'est pas à une contradiction près ou à une anomalie près. Donc, pour discuter ce soir, parce que moi, je vais surtout poser des questions, Pierre-Yves Guis, donc vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes à la direction générale de... C'est des termes qui sont connotés depuis cet été, ça, donc... Ouais, mais c'est pas grave, c'est quand même vrai. Vous êtes donc à la tête de Paris La Défense depuis 2020. Avant, vous étiez au Conseil général des Hauts-de-Seine. Vous avez été à l'immobilier des universités, à Euratlantique. Vous avez beaucoup, et même uniquement, je crois, travaillé dans le secteur de la ville, de la construction. Donc, vous êtes ingénieur des ponts et puis avec un amour particulier pour ce secteur, parce que tous les ingénieurs des ponts ne finissent pas, en tout cas, ne travaillent pas forcément dans ce secteur. Non, surtout, enfin, à l'époque, moi je suis sorti d'école juste avant j'ai fini mes études juste avant la crise du milieu des années 2000, Lehman Brothers, etc. Et donc à cette époque-là, le grand truc, c'était de monnayer cette belle formation payée par l'État, comme vous le savez. Il n'y avait plus de boulot dans les banques. Chez Goldman Sachs. Si, en fait, à l'époque, il y en avait encore. C'est 2 ans après qu'il n'y en a plus. Ouais, j'étais vraiment trop bête d'aller me lier les mains avec à pantoufle les salaires de début de carrière de la fonction publique qui ne sont pas ce qu'on pourrait avoir à l'époque chez Goldman Sachs ou que sais-je. Et donc bref, non, j'ai fait, blague à part, j'ai fait ça d'abord par conviction, du service public ou de l'intérêt général, si je puis dire. Et puis après, je pense comme la plupart des gens qui sont dans mon cas, c'est venu par rencontre, aussi par la loterie des premières affectations. Vous savez, des choses qui sont assez cadrées, on ne décide pas complètement où on commence sa carrière. Moi, c'était au ministère qui s'appelait du logement et de la construction. C'était encore très vieille école et vieille France, occupé de financement de logement social. Et puis ensuite, fil en aiguille, je suis arrivé à m'occuper des villes nouvelles, déjà à La Défense, dans la Grande Arche, milieu des années 2000. Là aussi, c'était une expérience de vie pour un début dans la vie active qui me laisse des souvenirs mitigés ou émus. Et puis voilà, puis après, ça s'est fait au fil de l'eau, parce qu'évidemment, ce sont des sujets qui sont terriblement attachants dès lors qu'on les décortique et qu'on commence à comprendre toutes leurs implications en termes humains. Ce sera notre sujet, enfin un de nos sujets du soir, mais aussi en termes techniques. C'est des super sujets d'ingénieur quand même. La défense, mais n'importe où ailleurs. Et puis voilà, c'est une filière d'activité, mais je pense que je parle à des convaincus, qui embrasse d'une certaine manière tous les aspects de la vie, de la société, de l'économie, tout ce qu'on veut. Donc on peut y trouver plein de choses. C'est censé être renouvelé. En tout cas, jusqu'à présent, ça l'a été pour moi. Bon, c'est très bien. Alors, juste un mot pour vous dire pourquoi peut-être Pierre m'a demandé d'endosser ce rôle de discutante. Donc moi, j'ai été journaliste avant de créer Idéal et j'ai suivi beaucoup l'immobilier, les acteurs de l'immobilier, la ville. Donc la Défense, j'y ai passé un certain temps. J'ai connu l'EHPAD, sans H. J'ai connu l'EHPADESA, Paris La Défense, l'établissement public qui faisait de l'investissement, puis après l'établissement public qui faisait de la gestion. Voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de gens au ministère, à l'Arche, à la Tour Sequoia. Et puis, comme citoyenne parisienne, je me suis beaucoup perdue à La Défense aussi. J'ai circulé en dessous, au-dessus, enfin, comme vous tous. Hein, c'est un quartier qu'on connaît tous et qu'on fréquente quand même forcément un peu, surtout dans nos professions qui sont liées au financement de l'immobilier. Voilà, donc j'ai mené une sorte de veille. Et puis, donc, j'ai vu aussi évoluer le quartier parce que je suis... une vieille de la vieille, on peut dire, hein, aussi. Donc, je fréquente aussi l'Arena, Nanterre, etc. Après, je suis plutôt une spécialiste du logement, désormais,
mais peut-être qu'il y a un rapport entre un message subliminal sur l'objectif de transformation de ce quartier de la part de Pierre. Voilà, donc je voulais faire une petite introduction. Donc, je me suis demandé comment on appelait les habitants de la Défense. Je pense qu'il y a un barbarisme défensien qui est utilisé parfois, mais comme vous le savez, en réalité, ils ont des obédiences diverses. Il y a 2 communes, ou 3 si on inclut Nanterre, 4 si on inclut Neuilly, les 2 communes historiques étant plutôt et Courbevoie. Et donc voilà, c'est, enfin, au-delà de la réponse factuelle à votre question, c'est un sujet, un problème, il faut l'appeler comme tel, sur lequel ce territoire bute depuis son origine. En fait, il n'a pas d'identité historique, c'est avant tout un trait sur un plan administratif, le périmètre, ce qu'on appelle une opération d'intérêt national. Vous savez ce que c'est, le périmètre dans lequel l'État se dit là c'est un territoire important, c'est moi qui vais décider de donner les permis de construire, c'est moi qui vais organiser l'aménagement du territoire. Et donc voilà, du jour au lendemain, c'est la même chose que ce qui s'est passé dans les villes nouvelles, ou parler de bordure atlantique tout à l'heure, c'est un peu la même logique. On détourne une partie d'une ville, de 2 villes dans notre cas, de leur vocation première ou historique. On va en faire tout autre chose. Et donc, effectivement, il y a des gens là-dedans, il y en a 15 000, et la question de leur identité, de leur affect, de leur rapport au territoire est un impensé depuis l'origine. Bon, on va y venir, on va essayer d'y penser. Juste pour préciser un peu, donc, la Défense, c'est un quartier très particulier, dont l'histoire est quand même liée au développement de l'immobilier tertiaire, et dans un premier temps, toujours confondu quelque part avec la croissance, le développement du capitalisme et de la finance, avec des grandes entreprises, et pour et par des intérêts privés. Vous y reviendrez certainement. Et en même temps, c'est un projet d'État d'un État très puissant qui, 50 ans après, plus de 50 ans, maintenant on est à... C'était 2008, les 50 ans, je crois. Donc, on doit être 65, 66. Voilà, bon. Et toujours là pour continuer disons, à diriger, à choisir la direction de développement de ce quartier et puis sa gestion. La Défense, c'est un imaginaire particulier qui fut futuriste et moderne à une époque. Est-ce qu'il l'est toujours à voir? Peut-être qu'il peut le redevenir par ses usages. Il l'était par son architecture et par son urbanisme. Donc une construction urbaine très pensée dans l'axe du Louvre, avec une pensée urbaine, plutôt une pensée technocratique des ingénieurs pour couvrir un territoire qui était traversé par des autoroutes. En fait, c'est comme ça que c'est né. Ah oui, tout à fait, oui. Alors je ne sais pas si c'est... enfin, je ne sais pas si on commence à parler. Je ne sais pas si technocratique est le seul qualificatif, en fait, à force de pratiquer ce territoire. Évidemment que c'est d'abord l'accomplissement d'ingénieurs des ponts qui ont dessiné des bretelles autoroutières, fait des plans, etc. Mais voilà, on est forcé de se demander quelle était l'intention derrière ça. Est-ce qu'il y en avait une parce que c'est le territoire, en tout cas en France, dans lequel les concepts de la Charte d'Athènes, notamment, ont été appliqués avec le plus d'accomplissement, sur la plus grande échelle, déjà, géographique. On sait que la Charte d'Athènes, c'était pas seulement une pensée technocratique, c'était aussi une vision rationnelle, fonctionnaliste de la ville. Et ce rationalisme même était une éthique, on en parlait, c'était une sorte de négation de l'humain au profit de l'efficacité de la ville. C'est aussi comme ça qu'on est venu à la construction en grande hauteur, à ces grandes infrastructures de transport, cette gare, ces transports en commun. Et voilà, et donc ça fait lien avec ce qu'on disait à l'instant, c'est très difficile d'exister en tant qu'être humain dans un territoire comme ça. C'est pas fait pour ça, c'est une échelle écrasante, c'est un environnement qui se pense d'abord par les flux et pas par les personnes. Et c'est pour ça que quand on pense à la Défense, on pense beaucoup plus aux usagers que sont les entreprises qui y sont implantées, et donc les bâtiments dans lesquels elles sont implantées, les transactions auxquelles donnent lieu les échanges et le marché immobilier autour de ces bâtiments, etc. Puis on oublie quand même que ces tours sont utilisés ou habités, c'est comme ça qu'il faut dire, par des gens. Donc c'est un quartier qui réagit fortement comme les quartiers d'affaires, comme une sorte de thermomètre. Donc quand il y a une forte croissance et que tout va bien, les tours poussent, et quand ça va moins bien, les étages se vident. Il y a d'innombrables livres sur le quartier, sur tous les styles. Il y a des livres d'architecture, d'urbanistes, de politique, etc. Moi, je pense que tous les ingrédients sont là pour en faire un superbe roman policier ou politique. Je ne sais pas s'il y en a. Il y en a un, je crois. Mais il y a des fortes personnalités, beaucoup d'argent qui circule, un décor qui fait la skyline de Paris, des enjeux de pouvoir, une imbrication entre collectivités, États, des multinationales qui sont là. Donc il y a vraiment
tout ce qu'il faut. Et il y a eu tout ce qu'il faut pour fabriquer ce quartier. C'est un quartier de tours à la française. Qu'est-ce que ça veut dire? Des tours monofonctionnelles qui sont plantées sur une dalle. C'est un décor aussi qui a donné lieu à un certain nombre de films. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on le définit? Est-ce que c'est un lieu de travail? Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est une centralité? Après tout, il y a beaucoup de gares. Est-ce que c'est un lieu d'études? Est-ce que c'est un lieu de consommation dans l'immensité de consommation que sont les 4 temps? Est-ce que c'est un lieu durable? Après tout, on y vient beaucoup en transport en commun. On arrive par en dessous, on remonte sur la dalle. Si ces immeubles, qui sont des immeubles très consommateurs à la fois quand on les fabrique et quand ils fonctionnent, n'étaient pas là, ben, ils seraient ailleurs. Donc ils occuperaient peut-être beaucoup plus de sol ailleurs. Donc de ce point de vue-là, peut-être que ce quartier est durable. Est-ce que c'est un actif et un lieu de production de richesse immobilière? On va voir tout ça. En tout cas, il me semble que ce quartier est destiné à subir une forme de révolution, une révolution obligée. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais comme David Giles et Xavier Desjardins le définissent dans leur livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Révolution obligée, et qui explique qu'on a une petite dizaine d'années, quinzaine d'années pour faire une révolution qui correspond à peu près à ce qui s'est passé pendant la révolution industrielle, en termes d'investissement, en termes de changement de mentalité et en termes de changement de fonctionnement des industries. Voilà, donc maintenant je vais me taire et je vais vous laisser parler. Et commencer par un petit chapitre que j'ai appelé la page blanche. Parce que quand vous êtes arrivé à la Défense... Il n'y avait personne en fait, donc c'était facile. C'était en 2020, au moment du Covid. Et donc vous avez expérimenté ce quartier. Alors, je ne sais pas si c'était depuis votre ordinateur ou dans un bureau. Les deux, enfin oui. Voilà, un quartier vide. Et donc... Votre feuille de route, est-ce qu'on vous l'avait donnée? Est-ce que vous l'avez écrite à partir de là? Est-ce qu'elle avait été faite avant le Covid? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette arrivée? Non, il y a évidemment eu un effet de sidération. Enfin, dans la presse s'était largement fait écho pour tout l'immobilier tertiaire et pour tout ce que la Défense représentait. C'était l'époque, tout le monde s'en souvient, tous les jours on avait des interrogations sur la fin du bureau, la fin du travail en entreprise, la fin de la ville fonctionnelle d'une certaine manière. Et dans 95% des cas, l'illustration qui était donnée, c'était justement ce parvis de la Défense vide, avec ses tours, effectivement, chacune à l'enseigne d'une entreprise plus grande que sa voisine, et également vide, éteinte, etc. Et voilà, donc ça a fait quelques belles photos et quelques moments singuliers. Et puis après, on s'est rapidement quand même remis, sinon au travail, du moins autour de la table, en se demandant clairement ce qu'on faisait là, en fait. Quel est je parlais tout à l'heure de villes faites pour les flux. C'était toujours le cas, évidemment, le 14 mars 2020, avant le confinement le lendemain. Ça a toujours été un écosystème urbain qui est conçu dans une logique d'efficacité. On parlait déjà depuis plusieurs années de sa transformation en lieu de vie. D'une certaine manière, ça a toujours été un lieu de vie, puisque de fait, il y a des gens qui y vivent, il y a même qui y dorment. Mais cette notion a toujours été, par construction, secondaire et subordonnée à l'efficacité de la construction de la ville, du fait de pouvoir aller le plus vite possible de son domicile à la gare RER, dans sa tour, dans sa cantine, au centre commercial, revenir dans le RER et repartir. C'est entièrement fait pour ça. Et voilà. Et donc, du jour au lendemain, si vous enlevez le flux, qu'est-ce qui reste? Il reste, donc, parler de photos, au-delà de la boutade, il reste effectivement un patrimoine bâti, très important, qui a ses qualités, ses défauts. Cet urbanisme de dalle, on va en parler. On s'est rapidement rendu compte, en fait, qu'il avait des qualités insoupçonnées, y compris d'ailleurs pour des questions sanitaires. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de voiture, c'est facile de gérer la distanciation. Et puis voilà. Et puis, sentais en fait que ce serait d'une certaine manière trop bête de s'arrêter là. Enfin, pour moi en particulier, je venais d'arriver, mais même plus généralement, juste de baisser les bras et de se dire, bah oui, c'était une expérience urbaine des années 60, 70. Elle a vécu son temps et en tire un trait. Donc, de toute façon, c'est juste pas possible de faire ça. Bon, il y a plein de choses qui sont possibles, mais en tout cas, ça aurait été possible de céder à une forme de résignation et de se dire qu'on était condamné à courir après les trains qu'on avait ratés. Donc, c'est pas le choix qui a été fait, parce que justement, il y a un certain nombre. Le grand avantage de ces périodes, je pense que tout le monde l'a vécu dans son expérience professionnelle, c'est que ça permet de se poser, de réfléchir et de s'interroger justement sur le sens des choses, les priorités. Et une question qui d'ailleurs, alors qui était la question de l'Institut Palladio l'année où je l'ai fait, qui est rapidement devenue centrale dans tout ça, c'était la place du travail. On fait une ville pour le travail, une ville de l'efficacité, du travail rationnel, etc.
dès lors que le travail, donc, qui est le fondement de tout ça, est remis en question, est interrogé dans son organisation, dans ce qu'il implique de segmentation du temps entre temps personnel, temps professionnel, dans son organisation spatiale, l'organisation des entreprises. Dès lors que ça s'est remis en cause, comment on peut profiter de tout ce patrimoine, toute cette robustesse, tout ce qui est déjà là, en fait, de tout le déjà là de la défense, toute cette surface bâtie, ces infrastructures, pour essayer de construire autre chose. Et en fait, c'est d'une certaine manière comme ça qu'on a pris le sujet. Donc il n'y a pas de... Il n'y en a toujours pas, en fait. Je ne vais pas répondre à votre question. Il n'y a pas de mandat, de réponse magique, de grand plan qui va dire on va faire ça ensuite et ça et machin, et tous les problèmes seront réglés dans 5, 10 ou 15 ans. Je pense que c'est pas possible. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai choisi, que les élus, l'État ont choisi de procéder à cette époque. On a plutôt fait une politique assez traditionnelle des petits pas, en se disant, quel que soit l'avenir, parce qu'on était en 2020, c'est encore le cas aujourd'hui, bien malin qui pouvait dire de quoi demain serait fait, à part la certitude qu'il fallait justement se donner les moyens de gérer l'incertitude, de gérer les prochaines crises, de gérer les prochaines remises en question du travail, de l'économie. Donc, quel est le tronc commun? Qu'est-ce qui, dans tous les scénarios possibles d'évolution de cette ville, de cet objet qu'est la défense, est nécessaire? Première réponse, pas la plus sophistiquée, c'était qu'il fallait décarboner, baisser l'empreinte environnementale de tout ça, parce que de toute façon, voilà, on parle de tronc commun, on avait la certitude que quoi qu'on fasse, le quartier de toute façon ne serait pas durable, ne pourrait pas survivre au-delà de quelques années si on ne s'attelait pas de manière résolue et volontariste à son empreinte, sa facture énergétique. Ça, c'est la première chose. Ça nous a amené à nous doter un peu pompeusement d'une raison d'être, d'une ambition de faire de la défense premier quartier d'affaires post-carbone. On a fait comme tout le monde, on s'est donné une trajectoire d'abattement de moitié, en l'occurrence, de nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis après, on a commencé à remplir les cases. Ça, c'était le grand dessein. Et puis, comment on fait, encore une fois, par petits pas, par initiatives successives, pour faire exister cette intention, cette ambition et cette trajectoire globale de décarbonation. Et par exemple, comment vous faites des petits pas que vous avez peut-être déjà franchis depuis 2020 ? Les petits ou grands pas, je ne sais pas. C'est évidemment d'abord s'interroger sur la décarbonation, la régénération des bâtiments existants. J'imagine qu'on en reparlera, donc je ne m'étends pas sur le sujet. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vieilles tours de bureaux qui étaient en fait le cœur de la question qui nous était posée après le Covid? Tout ce qui, du jour au lendemain, quasiment était devenu obsolète et une incarnation de ce monde d'avant, aussi bien du travail que de la vie en société, dont plus personne ne voulait. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, poser cette question, commencer à prendre des initiatives, parfois des petites choses, parfois des projets plus ambitieux, de transformation, d'intervention sur ces bâtiments existants. Autre chose fondamentale, c'était essayer de montrer la voie, justement, en donnant et en concrétisant cette idée qu'un autre futur de la défense était possible que simplement refaire sempiternellement les mêmes tours ou attendre les bras croisés que la crise passe. C'est à ce titre qu'on a lancé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 à 3 ans, un appel à projet type Réinventer Paris pour... faire en sorte que des démonstrateurs d'une autre manière de faire la ville à la défense soient idéalement le plus vite possible, avec les meilleures performances environnementales possibles, soient réalisés, de manière à crédibiliser cette trajectoire et cette promesse qu'on avait fait de réinventer un petit peu l'avenir de la défense. Et puis le troisième et le plus important élément de cette stratégie des petits pas, et j'en reviens encore une fois à ce que j'ai compris être le thème du jour, c'était recentrer toute la problématique, toute la réflexion sur les gens, sur l'homme, puisque c'est ce qu'on avait oublié. Et c'est eux qui brillaient par leur absence et qui nous envoyaient, en ne venant pas à la défense d'abord parce qu'il y avait le confinement, qui ne pouvaient pas de toute façon, mais même après, on sait qu'une fois qu'on a enlevé les contraintes les plus dures de confinement, les gens ne sont pas... Alors certes, ils sont venus au bureau parce qu'il y avait un attachement, il y avait plein de choses, mais ils ne sont pas revenus les yeux fermés en disant c'est génial, je vais tout de suite me remettre à 8h32 dans mon RER et machin. Non, c'est pas ça. Ils se sont au contraire, tous autant qu'ils sont, poser la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que mon temps sera mieux utilisé? Est-ce que je m'épanouirai davantage? Des choses qui étaient complètement tabous, hors du champ conceptuel de nos salariés de la défense avant le Covid. Du jour au lendemain, ils se sont tous demandé ça. Et donc, les gens n'étant pas là, comment on fait en sorte de les faire revenir? Et puis, une fois qu'ils sont là, de leur en donner pour leur argent, pour leur temps et pour la crédulité, la croyance qu'ils accordent à notre promesse de retrouver du sens à la défense. Alors justement, les gens, parce qu'on ne parle jamais des gens quand on parle de la défense, mais on va en parler, tant mieux. Donc, qui sont-ils? Parce qu'il y a évidemment tous les gens qui viennent travailler. Enfin, c'est super intéressant parce que quand vous demandez votre chemin à la défense, les personnes ne savent aller que dans leur tour.
ou alors aux Quatre Temps ou au CNIT, enfin à peu près. Hein. Je caricature, mais pas beaucoup. Donc il y a ceux qui viennent et qui suivent leur petit itinéraire jusqu'à leur bureau. Il y a ceux qui habitent, parce qu'il y a des habitants. Il y a des étudiants. Il y a ceux qui vivent là parce qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Il y a des exclus, des précaires, je ne sais pas du tout en quel nombre, mais je sais qu'il y en a. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de cette population ? Alors, la seule réponse objective qu'on peut donner, c'est les habitants, puisqu'en fait, il y a la magie de l'INSEE et des recensements. On sait qui habite, donc on sait qu'on a à peu près 15 000 personnes qui vivent sur la dalle, qui vivent vraiment, qui ont leur logement, leur boîte aux lettres, etc. Et puis, on en a à peu près 30 000 qui sont dans l'autre territoire que historiquement l'EPADESA puis Paris La Défense aménagent de l'autre côté de la Grande Arche de la Défense, à Nanterre. Donc 15 000 personnes. On sait qu'on a à peu près 35 000 étudiants à La Défense et 35 000 à Nanterre, notamment à l'université de Nanterre proprement dite. Donc cela déjà, c'est un public premier niveau de complexité, plus difficile à cerner parce qu'ils sont parfois là, parfois pas là, ils ont des rythmes de vie qui sont un peu aléatoires. Troisième population, la plus importante par le nombre, mais pas la plus facile à cerner, c'est donc bien sûr celle des salariés. Vous verrez, si vous ouvrez, je ne doute pas que tout le monde le fait chaque semaine, des brochures de pub de La Défense, vous verrez toujours ce chiffre de 180 000 salariés dans le quartier d'affaires. En réalité, c'est un recensement semi-approximatif, enfin, qui est justifiable, mais qui date d'avant le Covid. On a essayé de l'actualiser depuis, on n'est pas capable. On n'est pas capable tout simplement parce que les entreprises savent qui vient dans leur bureau, savent qui sont leurs salariés, mais on est encore 4 ans après dans une période d'ajustement progressif de la manière dont les entreprises investissent ou réinvestissent leurs bureaux. On a eu toute la gamme de l'éventail entre le full télétravail, ceux qui ont été très autoritaires en faisant revenir leurs salariés le plus vite possible, et puis, ce qui est le cas le plus fréquent, les entreprises qui ont commencé de plus en plus à se servir de leurs locaux de la Défense comme des hubs, pour parler en bon français, le flex office évidemment aide beaucoup à ça, des espaces dans lesquels c'est évidemment pas la même personne qui occupe le bureau le lundi, le mardi, le mercredi, quand c'est pas au sein d'une même journée. Et donc ces 180 000 salariés, ils sont à mon sens probablement aujourd'hui beaucoup plus, mais avec une pratique de la défense qui est beaucoup plus fractionnée. Je donne un exemple. On a le futur siège social de Total Energy qui est en train d'être construit à La Défense, qui sera mis en service d'ici à peu près 2 ans. Total va se servir de ce nouveau bâtiment, non seulement pour réintégrer ses différentes implantations à La Défense, mais pour rapatrier également des salariés qui sont dans une dizaine de sites périphériques. Donc c'est des gens aujourd'hui, historiquement, qui n'étaient pas à La Défense, qui demain le seront. Mais ils y seront peut-être 1 ou 2 jours par semaine, ou ils y seront 3 mois, puis les 3 mois suivants, ils seront dans un autre pays ou ailleurs. Et voilà. Et donc ça devient une population qui n'a jamais été simple à cerner, mais qui est encore plus difficile parce qu'on a beaucoup de mal à savoir qui sont ces salariés, ce qu'ils attendent. C'est très difficile de faire une ville pour ces gens-là, ou un quartier de ville, enfin pour tout, pas ces gens-là, mais cette communauté entière. Ça pose la question du désalignement, mais qui est inhérent et historique à La Défense. C'était un peu le cas là aussi dans les villes nouvelles, entre l'organisation institutionnelle et l'organisation humaine vécue. Concrètement, ces gens, ils votent pour certains en Seine-et-Marne, à Orléans, à Saint-Denis, ils ne votent pas à La Défense. Ceux qui habitent et travaillent à La Défense, ou à Puteaux et Courbevoie habitent et travaillent à La Défense, c'est une population très réduite. Donc ces gens qui eux-mêmes ont une conception, et en l'occurrence c'est mon cas, c'est le cas j'imagine de 99% des gens qui sont ici, qui bossent à La Défense ou à qui ça arrive de passer, ils ont eux-mêmes un espace-temps personnel qui est fractionné entre leur lieu de travail, leur lieu de vie, et donc voilà, vous vous retrouvez à avoir voix au chapitre, à voter pour un maire qui est l'endroit qui gère l'endroit en réalité où vous dormez et vous passez éventuellement vos week-ends, et là où vous passez le plus clair du temps, vous n'avez pas d'entité politique qui est responsable à la fois de vous écouter et de concevoir la ville en fonction de ce que vous lui demandez. Et donc, mais ils vous demandent quelque chose ? Ils le font par des canaux. Ils s'expriment ? Ils ne s'expriment pas de manière structurée, non, ils ne l'ont jamais fait. Ils le font de manière indirecte par justement les communes ou par leur maire, par les représentations politiques indirectes. Ils le font en signalant les chiens écrasés et les trottoirs sales, mais ça n'a jamais fait une politique locale ni une appartenance territoriale. Mais à part ça, non, en réalité, c'était la situation historique. Et c'est pour ça que je parlais on pourra longtemps se demander quelle était l'intention des gens qui ont inventé la défense. Mais en fait, le salarié qui pratique la défense comme
comme élément du flux d'industrie tertiaire qui prend place tous les jours, il n'a pas voix au chapitre d'une certaine manière. Et rien n'est fait pour qu'il ait voix au chapitre. Voilà. Et sauf dans les situations exceptionnelles, comme juste après le Covid, où il avait voix au chapitre en disant là, aujourd'hui, non, je ne viens pas, je reste chez moi. Parce que la défense, l'expérience que j'en attends, que vous êtes en mesure de me proposer, ça ne me va pas. Je serai mieux chez moi, je serai mieux dans d'autres bureaux de mon entreprise. Donc, et voilà. Et donc, moi, y compris à titre personnel, donc moi, je ne suis pas élu, je suis nommé par un conseil d'administration composé d'élus locaux et de représentants de l'État. Mais je ne suis pas élu, je n'ai pas de mandat, je n'ai pas d'ordre à recevoir d'une certaine manière de ces gens. Et pourtant, c'est, au-delà de ma personne, c'est la technostructure, c'est l'établissement public qui gère la défense, qui est responsable du bien-être et de la sécurité, du cadre de vie, de l'épanouissement d'une certaine manière de cette population. Donc hier 180 000, peut-être aujourd'hui 220 ou 250 000 personnes à qui il arrive de venir à la défense pour travailler. Et c'est très difficile. Enfin, je m'arrête là parce que je ne sais pas comment répondre à ça. C'est une question permanente. Oui, c'est une question permanente. Mais alors, je disais que c'était un quartier monofonctionnel. Pas tout à fait. Il a commencé à l'être moins depuis quand même quelques années. Donc, il y a du commerce, il y a de la culture, il y a des habitants, il y a des espaces verts qui sont méconnus d'ailleurs. On les voit un peu plus que historiquement, parce qu'on les a fait maintenant en plein milieu. Donc, comme ça, on est obligé de les voir et on va continuer de les faire en plein milieu du passage, comme ça les gens pourront se dire qu'il y a des espaces verts à la Défense. Mais c'est vrai, c'est pas juste des petits pour faire croire qu'il y en a. Donc, quand on dit réparer la ville, prendre soin de la ville, préparer la ville à autre chose, peut-être, qu'est-ce que c'est concrètement peut-être des petits gestes comme ça, mais qu'est-ce que vous leur proposez à tous ces utilisateurs ou usagers? Effectivement, cette notion de petit geste est fondamentale parce que de la même manière que je disais qu'il n'y a pas de plan stratégique magique dont on a l'assurance qu'il aura réponse à tout, on doit admettre qu'on est face à une incertitude durable, on est face à des conditions d'instabilité économique, géopolitique, tout court, tout ce qu'on veut, qui sont amenées à durer. Et donc, de toute façon, le temps n'est plus, sauf exception, de projets très déterminés. Je parlais à l'instant du siège social de Total Energy. La plus grande entreprise française décide de faire son siège social. Ça, c'est un grand projet déterminé qui a un début, une fin. Et c'est facile à concevoir, mais c'est pas ça la majorité. Le cas majoritaire, ce sera qu'on aura de plus en plus de mal, et je pense que c'est un sujet de travail permanent de l'Institut Palladio, à réduire d'une certaine manière la complexité de la ville, la complexité de la société, du travail, pour ce qui nous concerne, à des grands projets, à des ZAC, pour parler en termes crus, à des programmes de ZAC qui durent 15 ans, et on dit on fait un programme le jour J, et le jour J plus 15 ans, on a fini le programme et tout le monde est content. Ça ne peut évidemment plus fonctionner comme ça. Mais c'était quand même le modèle de financement de la défense. Alors, je viendrai au financement. La chance qu'on a eue par rapport à ça, c'est qu'en fait, toujours rester dans le jargon, il n'y a jamais eu de ZAC à la défense, et plus généralement, il n'y a jamais eu de programme. En fait, on se dit c'est hyper déterminé. À Nanterre, il y en a eu. À Nanterre, il y en a eu. Mais le quartier d'affaires proprement dit n'a jamais eu de programme. Il y a eu une vision architecturale fonctionnaliste très déterminé, avec donc le grand axe, la dalle, les tours, etc. Mais il n'y a jamais eu, sauf au tout début où il y avait des quotas de construction, etc., mais très rapidement, il n'y a plus de programme comme on peut l'entendre d'une opération habituelle avec tant de mètres carrés de bureaux, de logements, etc. Il y a pendant très longtemps, même, il n'y a pas eu de document d'urbanisme à la Défense. Jusqu'au début des années 2000, il n'y avait pas de PLU, c'était ce qui s'appelait à l'époque le Règlement national d'urbanisme, qui disait juste que vous n'avez pas le droit de construire à côté du voisin, respecter globalement des prospects, etc. Et point final. Et donc, ça ne veut pas dire que nos prédécesseurs ont fait n'importe quoi, enfin je ne le pense pas, mais ça veut surtout dire qu'ils ont très tôt adopté une culture de l'urbanisme négocié, des choses qu'on fait qui sont plus de tradition anglo-saxonne que française, et qui en réalité ont eu cours quasiment depuis l'origine à la Défense. Et encore aujourd'hui, quand un propriétaire, un développeur ou quiconque vient nous voir ou vient voir je ne sais pas qui, un décideur public en disant j'ai l'intention de construire ou de rénover un bâtiment à la Défense ou de faire tel projet à la Défense, il ne le fait pas comme il le ferait dans un cadre ultra normé du PLU, de Paris ou n'importe quelle ville, en optimisant son gabarit, en faisant tous les calculs qui vont bien pour respecter les 50 pages ou 500 pages du règlement du PLU. Il le fait en discutant avec nous, c'est d'abord, c'est une part importante de notre travail d'aménageur aujourd'hui, et puis avec toutes les parties prenantes, avec les collectivités, avec les voisins, etc., pour essayer de concevoir
projets qui répondent le mieux possible à ce que nous, collectivement, pensons être les besoins, les attentes en matière de programmation, d'architecture, d'insertion urbaine, etc. C'est une première garantie, je pense, contre justement cette tentation du cadre qui est évidemment faussement sécurisant, des grands projets qui suivent leur cours pendant des années. Mais bon, ça reste une approche de grands projets d'une certaine manière. Et effectivement, ce dont on a compris, on commence à comprendre l'importance primordiale depuis cette période de la pandémie, ce sont ces fameux petits gestes, ces petites réparations, ces petites interventions sur la ville. Alors, rien n'est jamais totalement petit à la Défense, avec dès que vous touchez à 1 cm² de cette fameuse dalle, machin, vous êtes obligé de défaire toute une tripaille de réseaux, de structures, de machin. Donc rien n'est jamais petit, mais on peut quand même essayer de faire plus modeste, un peu moins prétentieux que ce que nos prédécesseurs ont pu faire dans d'autres circonstances. Parce que, voilà, d'une part, c'est pas ce qu'on nous demande de faire de l'esbrouf, de la démonstration, et d'autre part, on n'est plus capable de garantir que c'est la bonne chose à faire. Et donc, par exemple, ce dont on était le plus fier d'inaugurer l'année dernière, c'était d'avoir pas démoli un échangeur autoroutier. On avait un échangeur autoroutier, ceux qui connaissent la Défense, c'est le secteur de la Rose de Cherbourg, autour de la Tour Éclat de Jean Nouvel. Bon, la Tour Éclat, c'est encore un grand projet bien démonstrateur, m'as-tu vu, etc. Bon, il en faut quand même de temps en temps, et puis surtout, ça avait été lancé 10 ans avant. C'est une autre difficulté qu'on a, je précise, à gérer dans un territoire comme ça, c'est qu'entre le moment où vous prenez une décision et sa réalisation, il se passe 10 ans. Donc, bon. En tout cas, la Tour Éclat est là. Et autour, on avait une question de reconfiguration de l'espace public, tout simplement parce que cette tour, il faut pouvoir y accéder, il faut avoir un... Voilà. Et donc, l'emplacement qui avait été choisi à l'époque par l'EPADESA pour faire cette tour aux franges du quartier d'affaires de la Défense, c'était le secteur d'un échangeur autoroutier. Et donc, bon, je résume à l'extrême l'histoire, mais décision a finalement été prise, décision qui date d'avant le Covid, de ne pas démolir cet échangeur et d'essayer de l'intégrer, d'en faire autre chose, d'en faire une infrastructure plus banale, intégrée à la ville, sans voiture, donc une sorte de parc suspendu avec des pistes cyclables, des promenades piétonnes, etc. Et voilà. Et donc, en fait, bon, concrètement, la réalisation a été faite surtout pendant et après la période du Covid. Et on s'est trouvé finalement très content de trouver ce projet qui, en quelque sorte, avait été imaginé de manière un peu anticipatrice dans la décennie précédente. Parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire dorénavant. Tout le monde nous a dit, mais c'est génial, vous n'avez pas démoli l'échangeur. Donc en termes de bilan carbone, c'est super. En termes de modestie, en termes de reconnaître que le monde a changé, c'est un message très important. L'appropriation est encore devant nous. C'est pas évident de dire aux gens, voyez, on vous a laissé un superbe échangeur dégueulasse de 1970. Maintenant, vous allez aller faire du vélo et de la trottinette dessus. Ça se fait pas comme ça. Ça met un peu de temps. Mais vous l'avez repeint ? Comment ? Vous l'avez repeint ? On l'a repeint en partie, exactement, pour cacher quand même un peu la misère. Mais non, mais voilà, donc c'est ça qu'il faut faire maintenant. On fait des petites opérations de recomposition d'espace public. On fait, pareil, on a inauguré plusieurs opérations d'espace public. On en a d'autres qui arrivent cette année. À chaque fois, ce sont des opérations qui sont ni bon marché, ni simples d'un point de vue technique, mais qui sont beaucoup plus modestes et respectueuses du déjà là dans leur approche. C'est dans la même logique, alors qu'on est quand même assez loin de la culture de l'aménageur corps des ponts, machin, plan, etc., que depuis 3-4 ans, on développe à tout cran d'autres métiers finalement un peu périphériques à celui d'aménageur et qu'on assume nous, parce que personne d'autre ne le ferait si on n'était pas là, qui sont simplement de la mobilisation collective. Parce que là aussi, se rendre compte qu'on n'est pas omniscient, on n'est pas meilleur que les autres, et ce fait d'aller vers les gens, de reconstruire une forme de creuset social, d'esprit des lieux, et tout simplement être capable de mieux comprendre ce que les gens attendent de nous, on ne saura pas le faire tout seul, on ne saura pas s'appuyer sans les quelques relais qui existent. Et donc, puisqu'on n'a pas de structure institutionnelle classique avec des gens qui votent et machin, on fait autrement. On s'appuie sur le tissu associatif, on s'appuie sur l'émulation de notre tissu d'entreprise, on s'appuie sur tout un tas de choses qui font que progressivement les gens arrivent à se parler, à se dire tiens, toi tu as pris telle initiative en matière de RSE, toi tu as telle mesure d'exploitation de ton immeuble qui permet d'économiser de l'énergie de chauffage l'hiver, etc. Et voilà, et c'est aussi comme ça qu'on progresse en fait. Et donc on
encore une fois, très loin du métier d'aménageur justement qui construisait les fameux échangeurs autoroutiers il y a 50 ans. Mais c'est tout aussi important parce que donc voilà, on pourra continuer à se faire plaisir à faire des projets des murs jusqu'au jour en tout cas où on n'aura plus les moyens. C'est un autre sujet sur lequel on va peut-être venir. Mais en tout cas, on pourrait continuer à se faire plaisir, à transformer, à démolir, reconstruire. Ça n'est plus ce que les gens attendent en fait. Alors justement, sur ce qui existe et sur ces projets pharaoniques, démiurges, enfin j'en passe, vous ne les avez pas épargnés quand même. Donc on fait plus de tours à la Défense, où on transforme les tours qui existent de bureaux en logements. En fait, le modèle, c'était aussi une forme de cavalerie, c'est-à-dire qu'il y avait un développement qui servait à faire fonctionner le quartier en vendant de la charge foncière. Absolument. Donc s'il n'y a plus de charge foncière à vendre, ou en tout cas si c'est plus l'objet ou le fonctionnement du quartier, comment ça marche ? C'est une bonne question. En fait, c'est la question plus généralement du modèle de l'aménagement public à la française. Ça a toujours été un niveau particulier de cavalerie, c'est le mot, enfin, à la Défense. Ça a été corrigé quand même par des réformes successives, mais c'est vrai que le modèle traditionnel de la Défense, c'était l'aménageur exproprié des terrains, il lui fait prendre de la valeur par la règle foncière, ou tout simplement en décidant que là, il va y avoir un projet. Donc il revend ce terrain, et avec la vente de ce terrain, il finance l'équipement et le fonctionnement, pas que l'équipement, du territoire. On est les héritiers de ça. Il y a eu quelques amendements et quelques atténuations qui ont été portées à ce principe, mais c'est quand même encore en partie comme ça. Et le problème, c'est évidemment l'effet de ciseau assez majeur et rapide auquel on fait face, avec, et je ne parle même pas d'inflation ou de facteurs purement conjoncturel, mais les besoins de réinvestissement pour régénérer la ville en général, la Défense en particulier, n'iront que croissant dans un horizon raisonnable, parce que nos villes vieillissent, les infrastructures vieillissent, l'urbanisme total en particulier vieillit de manière caractérisée, rapide, et c'est comme les machines à laver qui tombent en panne un mois après la garantie. Tout se casse en même temps en fait. Là, nos infrastructures, elles ont 50 ans, tout est en train de se casser en même temps. Donc il y a des besoins de réinvestissement qui sont assez faramineux. On va lancer à la fin de l'année un projet on a pas mal parlé, pas mal communiqué dessus, de création d'un parc urbain sur la dalle, sur la partie qu'on appelle l'esplanade de la Défense, du côté du métro esplanade de la Défense, un parc linéaire où on va en quelque sorte regarnir et transformer complètement les interstices entre les rangées de platanes. Enfin, ceux qui connaissent la Défense voient de quoi je parle. C'est un projet qui vaut tout mouillé 50 millions d'euros. Mais en fait, on ne dépense pas 50 millions d'euros pour se faire plaisir à faire des petites fleurs et des bosquets ou que sais-je. Sur les 50 millions, il y en a peut-être 90% qui sont en réalité de la réparation de ce qui est en dessous, de cette dalle des années 70 qu'il faut retaper, qu'il faut machin. Donc, bref, je pourrais donner d'autres exemples comme ça. Notre échangeur autoroutier, c'est un peu la même chose. Entre la partie relevant du pur usage cosmétique, en quelque sorte, que l'usager perçoit, et ce que ça a réellement coûté, il y a un rapport de 1 à 10, tout simplement parce que réintervenir sur ces infrastructures et sur cet héritage qui est un patrimoine, mais qui est un patrimoine très coûteux des 30 Glorieuses, ça coûte très cher. Et à côté de ça, justement, je parlais du fait que notre grande ambition, une de nos grandes ambitions pour le court terme, c'est de créer un parc. Un parc, dernière nouvelle, ça ne dégage pas de charge foncière. Ça valorise de manière indirecte les immeubles qui donnent sur le parc en question, mais pour la puissance publique, avec son modèle classique de valorisation économique du domaine, enfin de son domaine, c'est une pure dépense. Et dans un bilan d'aménagement, c'est un coût. C'est un pur coût. Là, le bilan de cette opération est simple. Vous avez des coûts, pas de recettes. Donc, voilà, la différence, le calcul est assez facile à faire. De la même manière, quand un propriétaire rénove un bâtiment, mais encore une fois, c'est la même question pour tous les aménageurs de France. Lui n'a pas l'impression d'arnaquer la société. Je veux dire, il dépense beaucoup d'argent pour aller dans le sens de l'intérêt général en décarbonant son bâtiment. Accessoirement, il paye des tonnes d'impôts dans tous les sens. Mais l'aménageur qui, lui, a rendu possible le fait que cette ville existe et est encore responsable du fait que cette ville se renouvelle et fonctionne, et lui, ça lui passe complètement sous le nez, quasiment complètement sous le nez. Et donc voilà, donc on voit bien qu'il y a quelque chose
qui ne va pas. Donc, je le répète à nouveau, cette problématique est commune à la plupart des aménageurs de France aujourd'hui et tient au fait que ce modèle de financer le présent par le futur, dès lors qu'on est à l'époque du zéro artificialisation nette, du rejet de la densification et plus généralement d'arrêter de construire notamment du tertiaire dans tous les sens, ça ne peut plus fonctionner. Et en particulier dans des territoires très intensifs en infrastructure et en besoin permanent de réinvestissement, comme chez nous, ça pose un problème un peu existentiel. Alors, problème existentiel, si on raisonne toutes choses égales par ailleurs. Donc, il va falloir essayer de sortir de ça. Mais quand vous dites un projet, la Défense, c'est un quartier très dense. Et aujourd'hui, et en même temps, c'est un quartier dont on accepte qu'il soit dense. Enfin, ça fait partie un peu du contrat, s'il y en a. C'est le problème de l'urbanisme de grands ensembles. En fait, il est 2 fois moins dense que le Paris australien. C'est ça, il a l'air dense. Le cost de la Défense est 2, en fait. C'est voilà. un peu moins de 2. Donc, il pourrait être densifié. Bien sûr. Donc, alors là, ça pose la deuxième question. Donc, j'ai répondu avec ma casquette de comptable qui a des comptes à rendre à la fin de chaque année. Mais l'autre question qui est indissociable de celle-ci, c'est celle de l'intérêt général. Enfin, on reste un organisme public chargé, et je l'assume et je le pense très sincèrement, d'une mission d'intérêt général qui dépasse le fait de vendre des charges foncières pour payer nos investissements. On doit s'interroger sur la ville qu'on souhaite pour demain. Et à travers ça, quel usage on fait, nous, de notre énergie, de notre argent, et puis comment on invite nos interlocuteurs, nos partenaires privés, les propriétaires de la Défense, à cibler leurs priorités et leurs investissements. Et donc, pour toutes ces raisons, ça serait évidemment parfaitement irresponsable de dire qu'on va remplir les quelques dents creuses qui nous restent en continuant de faire comme à New York, là, des tours cure-dents, quand vous avez 100 mètres carrés au sol, vous faites des tours de 50 étages avec un appart par étage. On pourrait faire ça à la Défense. Techniquement, rien n'en empêche. Et il y aurait même sans doute un marché pour ça. Mais le problème, c'est que on est sur un marché aussi bien financier qu'immobilier, qui n'est pas illimité. Et moi, je préfère... Il y en a quelques-uns dans la salle, que nos grands propriétaires, nos grands investisseurs, dont on a besoin de manière absolue et incontestable du concours et de l'accompagnement pour réussir cette transformation, et je préfère qu'ils mettent leur argent dans la rénovation, la décarbonation, le changement d'usage, le cas échéant de leurs bâtiments existants, que le fait de bourrer de la charge foncière. Parce que voilà, sinon on va là parler tout à l'heure d'horizon à 10-15 ans et de ne pas rater le prochain coup. Si on fait ça, on s'en relèvera pas en fait. Ce serait un raisonnement de courte vue. C'est le raisonnement qui a été retenu en l'occurrence pour les précédentes crises, notamment la crise financière des années 2000. Ils s'en sont sortis en encourageant la densification de la Défense, machin. Mais c'était quand même un autre temps. C'était déjà il y a quasiment 20 ans. C'était à une époque où la demande en immobilier tertiaire était encore, sinon infinie, du moins en croissance constante, et puis bon, on avait beaucoup moins conscience qu'aujourd'hui des enjeux et de l'urgence des enjeux climatiques, et puis où la sensibilité globale à ces questions à la fois de densité, de décarbonation, de soutenabilité de la vie en ville était beaucoup moins forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne le pourrait plus, alors que dans le même temps, on a une exigence impérative de réussir ce défi de la décarbonation du parc tertiaire existant et de le faire maintenant. Donc c'est ça la priorité. Alors, oui, donc ça répond. Et donc ça renforce ce que je disais, on ne gagne jamais d'argent. Voilà, c'est bien. Oui, ça, oui. Mais il faut quand même faire fonctionner le quartier. Et puis, dans un moment aussi où... alors, il y a des tours qui sont obsolètes ou qui vont le devenir assez vite, qui pourront peut-être pas être transformés ni en bureau, prolongés ni en bureau, ni transformés en autre chose. Est-ce qu'il y a des démolitions qui peuvent être envisagées ? Est-ce que faire du logement, ça ne répond pas au modèle qui était le modèle ancien, en tout cas, à moins de vendre du logement très très cher. Et puis, ceci étant dit, quels sont justement vos rapports avec les partenaires privés, que sont les entreprises et les gros investisseurs de la Défense, qui, vous parliez tout à l'heure d'urbanisme négocié. Alors, selon qui était aux commandes, c'est parfois un peu qu'on fait la loi aussi. Enfin, en tout cas, qui avait une marge de manœuvre assez grande. Quelle est-elle aujourd'hui ? Qui gouverne aujourd'hui ? Alors, qui gouverne, en fait, personne. La réponse factuelle, c'est personne, pour la raison de représentation politique et démocratique que j'ai posée tout à l'heure. Et je pense que c'est important de repartir de ça, parce que c'est à la fois un problème, clairement, c'en est un, notamment pour les gens dont on a parlé ce soir, mais c'est aussi une chance, parce que c'est
l'opportunité, c'est pas l'opportunité maintenant, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que cette culture de l'urbanisme négocié, ça n'est pas que en 20 mots ou une manière d'habiller le fait que le public n'assume pas ses responsabilités. Non, on a vraiment réussi à créer et à faire vivre une sorte de partage, de partenariat, partenariat public-privé avant que ça ait été théorisé, conceptualisé en droit français. La défense a toujours été un partenariat public-privé. C'est le secteur privé, par sa moindre aversion au risque que le secteur public, sa capacité à penser le temps long d'une manière différente, qui accepte de prendre des risques, de financer, encore une fois, à risque, des investissements qui, en retour, permettent à la puissance publique de percevoir de la fiscalité, d'avoir des repères et d'organiser elle-même son action. C'est encore globalement comme ça qu'on essaye de travailler aujourd'hui. Voilà. Et on a d'autant plus la nécessité de le faire que, j'ai parlé tout à l'heure de règles d'urbanisme, voilà, on pourrait là aussi se faire plaisir à refaire des plans guides, des schémas directeurs, à dire programmation de la défense, machin, et c'est en partie nécessaire quand même pour savoir où on va. Mais on pourrait prétendre dire on va réaffirmer l'importance de l'aménageur public à la défense et faire le 45e plan guide, schéma directeur. Quand on parle de refaire une ville existante sur laquelle le public ne peut pas prétendre et n'a pas les moyens matériels, juridiques, économiques de maîtriser, d'avoir les moyens de ses ambitions, ça ne sert à rien. On est obligé de discuter, de concerter et de tenir compte des intérêts privés, évidemment dans la mesure du possible, en les faisant converger avec les nôtres. Mais converger, ça ne veut pas dire forcer les propriétaires, les entreprises occupantes de la défense à penser comme nous et à faire comme nous. Ça veut aussi dire, de notre côté, nous autoriser à entendre ce qu'ils nous disent, à entendre leurs questions, essayer d'y répondre, les accompagner, notamment sur l'urbanisation, le développement de la qualité de vie du quartier. On est obligé de tenir compte de ça. On a partie liée dans cette affaire et l'un ne s'en sortira pas sans l'autre et aucune des deux parties n'a intérêt à ce que le système, évidemment, le système se casse la figure. Donc on doit échanger de la sorte et selon moi ça doit se traduire, ça a vocation à se traduire, c'est déjà en partie le cas, par une sorte de floutage des frontières traditionnelles entre ce qui est du ressort du public et ce qui est du ressort du privé. Le schéma classique, même à la défense, c'est quand même d'abord que le public détermine la règle et gère tout seul, sans demander de compte à personne, l'espace public. Et puis à côté de ça, le privé s'occupe de construire et de gérer et de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments. Aujourd'hui, moi, d'une part, ça ne me choque pas, mais d'autre part, je suis extrêmement preneur que nos grands propriétaires soient en train de mener une démarche plus ou moins comparable à ce qui s'est fait sur les Champs-Élysées il y a quelques mois, quelques années. Une réflexion urbaine, une sorte de pierre qui porteront à l'édifice pour nourrir la contribution et nous orienter, nous dire, selon nous, c'est comme ça que vous devriez faire les choses, prioriser vos investissements dans l'espace public, orienter l'image que vous essayez de donner au quartier. Donc ça, moi, je suis très preneur de ça. C'est Groupama notamment qui a lancé une étude, si je ne me trompe pas, auprès de 5 équipes d'architectes. Ça, c'était pendant le Covid, c'était plus, c'est une sorte de préfiguration de ça. Mais là, on est à un niveau d'ambition un peu plus élevé, puis également de complétude et de rigueur scientifique plus élevé. Donc avec l'AUDE, avec l'Association des usagers de la défense, ou pas tout le monde? L'Association des usagers de la défense mène ses réflexions de son côté. Ils ont d'ailleurs prévu de communiquer dessus dans les prochaines semaines. Donc là, ce sera plutôt la voix des occupants, des utilisateurs traditionnels. Voilà. Et c'est très bien. Moi, voilà. On a besoin de ça pour nourrir notre réflexion et nous aider à nous orienter dans ce monde incertain que j'ai décrit. Et puis à l'inverse, parce que ça ne s'arrête pas là, moi, je pense qu'il est parfaitement légitime que le public s'intéresse à ce qui se passe dans les immeubles. On a une situation où, de la coupe aux lèvres, il y a encore un peu de chemin. On parlait de transformation d'immeubles, tout le monde convient qu'il y a trop de bureaux à la Défense, en particulier trop de bureaux vides. Tout le monde convient qu'il y a une part du parc tertiaire vacant où on passe de lettres qui ne pourra jamais être reloué ou remis sur le marché en bureau, sauf si demain on a 15% de croissance économique en France, parce qu'il n'y a plus de demande et il n'y a plus assez d'entreprises et de monde pour occuper ça. Donc, par conséquence, tout le monde convient du fait que ces surfaces, il faut soit éventuellement les démolir, pourquoi pas, soit sinon tirer parti du fait qu'elles existent déjà, que les bâtiments sont déjà construits pour en faire autre chose, donc du logement étudiant, du logement pour jeunes actifs, de l'hôtellerie, que sais-je, des services publics. Voilà, ça, tout le monde en convient. Vous ne pouvez pas tomber sur une conférence ou un colloque sur l'immobilier de bureau aujourd'hui sans entendre ça. Et c'est bien, c'est important que cette conviction se soit répandue. Elle s'est même, pour vous dire, répandue chez les élus locaux des Hauts-de-Seine. Vous partez pourtant de... Donc voilà. Mais ça, c'est le consensus
des intentions. Et puis après, pour la réalisation, ben, on se rend compte, ça fait 4 ans que le Covid est fini. Ce constat, maintenant, il est quand même plus tout à fait neuf. Et des opérations de transformation de bureaux en autre chose à la Défense, on en a, en comptant généreusement, 3 en hôtel ou en logement étudiant. Donc des choses qui restent quand même assez epsilonesques et c'est plus que du démonstrateur. Là, c'est de la très anticipation d'un mouvement qui peine encore beaucoup à se concrétiser. Et ça veut dire que les investisseurs, ils doivent aussi, pardon l'expression, mais s'asseoir sur la valeur que leurs immeubles n'ont plus. C'est tout le problème. Je ne dis pas que c'est... Je dis pas qu'il n'y a pas de raison et que, les gens sont tous schizophrènes et qu'ils disent qu'il faut le faire et ensuite qu'ils ne le font pas. Le problème, c'est que pour mettre en application cette volonté ou ce consensus autour de l'intérêt de transformer une partie de notre parc tertiaire obsolète à la Défense comme ailleurs en logement, il faut admettre de tirer définitivement, pour le coup, un trait sur la valeur historique ou la valeur espérable de ces bureaux si demain ils redevenaient des objets prisés et ayant une valeur de marché comme jadis. Donc voilà, et cette décision de diviser parfois par beaucoup, aujourd'hui on a des immeubles pourris à la Défense dont la valeur par compte à rebours, si on devait refaire une opération, c'est 1 000 € du mètre carré, parfois même moins, alors qu'un immeuble de bureau bien loué à la Défense, ça se vend, ça se vendait, ça se vendrait si l'investissement était plus fluide qu'aujourd'hui, 10 000. Donc il y a un rapport de 1 à 10. Et parfois, c'est cet écart-là qu'il faut franchir pour pouvoir engager ensuite un cycle de recréation de valeur économique et d'usage. Donc évidemment, le saut est substantiel. Et donc tout ça pour parler du fait qu'il ne faut pas que le public s'interdise de regarder là-dedans. Moi, je souhaite explorer les modalités d'une intervention publique d'une manière ou d'une autre, pas dans tous les projets, mais dans ceux qui auraient le plus de potentiel de transformation ou qui seraient le plus bloqués, notamment pour de mauvaises raisons, parce qu'il y a des comportements de rétention foncière, tout le monde n'est pas totalement bien intentionné, tout le monde ne convient pas, il y a un consensus, c'est pas à 100%, il y a aussi des gens qui dorment. Vous savez qu'il y avait ce projet avant la dissolution d'introduire une taxation dissuasive sur les bureaux vacants. Je pense que ce serait très loin de résoudre le problème, mais au moins le signal politique aurait le mérite d'exister. Et j'espère que cette discussion reprendra. Donc voilà, il faut d'une manière ou d'une autre que le public pousse un peu à la roue, sinon on risque quand même de se retrouver dans 5 ans à avoir la même discussion, à se dire disons, ce serait bien que ça commence. Voilà. Donc, l'intervention publique, c'est quoi? C'est vous racheter à prix cassé, mais pas complètement, pour faire une foncière publique? Pourquoi pas? D'autres aménageurs le font. On a quand même les joies du droit français. On a encore quelques outils de puissance publique. On peut préempter, on peut exproprier des bâtiments. On peut pas le faire systématiquement. On n'en a pas les moyens et on n'est pas la ville de Paris. Mais dans des circonstances bloquées ou qui présenteraient un potentiel de levier de transformation particulier, je pense que ça serait pertinent. Et en tout cas, je m'attellerai à le faire dès que les conditions politiques nous permettront d'y voir un peu plus clair. D'accord. Et moi, je voulais aussi, parce que l'heure tourne, et puis peut-être qu'il y aura des questions, j'espère. Pour finir, je voulais que vous nous racontiez un peu l'histoire d'un projet tout à fait emblématique des déviances de la Défense. C'était la Tour Hermitage. Donc, concours en 2007, projet porté par un promoteur un peu sulfureux pendant des années. Et puis finalement, abandon, je crois, au dernier MIPIM, c'est ça, après moult aventures et beaucoup d'argent aussi qui a circulé. Alors je ne sais pas finalement combien d'argent a été gagné par qui ou perdu par qui, mais un gros gâchis quand même. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain? Il y a beaucoup d'avocats qui ont gagné de l'argent, à part eux, je ne suis pas sûr. Et de cabinets de communication aussi. Non, alors on n'a pas abandonné le projet, en fait, il s'est éteint tout seul. Il se trouve que c'était contemporain du dernier MIPIM, donc la coïncidence est amusante pour ceux qui connaissent les épisodes précédents. Mais voilà, le projet n'a tout simplement plus de permis de construire. Donc il est aujourd'hui. Je pense que tout le monde le connaît. Enfin, c'était voilà. Faire table rase, comme à l'ancienne, de toute la partie à l'entrée de la Défense du côté Neuilly-sur-Seine, à droite du pont de Neuilly quand vous venez de Neuilly, et faire, entre autres choses, parce qu'il y avait à la Défense, il y avait les 2 tours, mais il y avait plein d'autres choses à côté, mais 2 grandes tours de 320 mètres de haut, que même à Hong Kong ou Dubaï, ils n'osaient pas construire, avec donc du logement d'ultra luxe, des logements qui, dans les bilans, non, j'ai pas le droit de le dire, c'est filmé, pardon. Très cher, des logements très chers avec des hypothèses irréalistes. Et alors là, on était très très loin de l'intérêt général du service.
Non, c'est beaucoup plus. Plus que ça, mais il communiquait sur 12 il te à manque l'époque. 50%. On disait que c'était pour les classes moyennes, c'était ça. Je l'ai pas dit. Non, bref, donc voilà, projet qui n'était pas... ces derniers temps n'était pas sérieux. Au début, moi je ne me prononce pas, je n'étais pas là en 2007. Et donc oui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on peut en dire plein de choses. Là, clairement, il y aura un livre à écrire un jour et j'invite les gens qui ont un peu de temps à y passer. Sérieusement, il y aurait un livre comme sur la Grande Arche là, il y a 2 ans. Enfin, voilà. Mais donc, bref, on ne va pas reparler de ça, y compris, encore une fois, parce qu'on est encore en contentieux avec eux. Mais la question intéressante que ça pose aujourd'hui, on peut effectivement ouvrir là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un site comme ça? Moi, j'ai passé quelques années au département des Hauts-de-Seine juste avant, et parmi les sujets d'intérêt ou de préoccupation des Hauts-de-Seine à cette époque-là, donc il y a une petite dizaine d'années, il y avait l'île Seguin. L'île Seguin, voilà, pendant 30 ans, il y a eu des projets pharaoniques ou pas pharaoniques, mais quand même souvent un peu acrobatiques en tout cas, qui à chaque fois ont planté. Projets nés de volonté politique, pas vraiment vérifiés, etc. Et donc, ces sites acquièrent une forme d'aura, en fait. On se demande est-ce que c'est maudit, est-ce qu'on arrivera un jour à en faire quelque chose, et on se retrouve avec des sites qui font peur, en fait, parce que c'est très grand. L'île Seguin, c'était plusieurs centaines de millimètres carrés. Et Tour Hermitage aussi, la constructibilité du projet de l'époque, c'était 200, chiffre exact en tête, autour de 250 000 mètres carrés de surface de plancher. Donc c'est quand même gigantesque, sur un tout petit terrain. Donc voilà, aujourd'hui, on a ce foncier, il n'est pas vierge et on ne peut pas commencer demain un projet, mais en tout cas, on peut reprendre la conception d'un projet à partir de zéro. On sait qu'on peut y faire, en théorie, donc 250, 300 000 mètres carrés, je ne sais pas. Et donc voilà, la question que ça pose immédiatement, c'est pourquoi faire? Parce que voilà, je disais tout à l'heure qu'on n'est plus autant des grands projets, des murs, etc. Alors, je souhaiterais, d'une certaine manière, je rêverais, parce que mon métier serait beaucoup plus simple, que demain j'ai, je sais pas, Bolloré, alors Total c'est déjà pris, mais il reste quand même quelques grands comptes, je sais pas, L'Oréal, n'importe qui viennent me dire, je vais faire mon siège social, je vais vous faire une tour de 50 étages, vendez-moi le terrain et on s'occupe de tout. Ça, ce serait la version simple. Et ça, c'est le cas de figure dans lequel un grand projet à l'ancienne pourrait continuer d'avoir du sens. Deuxième cas de figure, manque de bol, on les a tous loupés, ce serait qu'il nous reste un grand chef d'entreprise avec une fondation d'art qui vient nous dire, je dois faire mon musée, mais on les a tous. Il est à l'île Seguin. Et il n'y en a plus. Voilà. Bon, je sais pas. Et donc, le cas le plus vraisemblable, c'est que ces scénarios de Deus Ex Machina ne se produiront pas. Et donc, on va devoir, on a commencé en réalité, réfléchir à ce qu'on doit faire d'un site comme ça. Et bon, je ne fais pas de dessin, c'est horriblement compliqué par les questions, déjà les questions binaires que ça pose. Est-ce qu'on conserve le patrimoine existant ou pas? Est-ce qu'on en fait un projet inséré à la ville, intégré à la ville, donc sans grande hauteur, avec une réflexion d'abord sur l'espace public, sur machin, ou est-ce qu'on fait un objet démonstrateur? Parce qu'après tout, c'est un des sites les plus exceptionnels qui reste vierge de projet en Ile-de-France aujourd'hui. Si on veut faire un démonstrateur du Grand Paris à l'international, c'est en particulier là qu'il faudrait le faire. Est-ce qu'on fait des bureaux? Est-ce qu'on fait des logements? Enfin, les questions bêtes et méchantes que se pose n'importe quel aménageur ou développeur immobilier quand il commence un projet. Voilà. Et c'est très dur parce qu'en fait, on avait... par le passé, je pense, une plus grande capacité, je pense, c'est certain, une plus grande capacité à se projeter dans l'avenir et à assumer, aussi bien politiquement que techniquement, ce genre de décision. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui vous garantit qu'il n'y aura pas une pandémie, une guerre, une reprise de l'inflation, je ne sais pas quoi, dans 3 ans, dans 5 ans, pendant que le projet sera en train d'être développé? Et qu'est-ce qui nous assure que le projet ne sera pas ringard, même pas fini de construire? Donc voilà, c'est ça qu'il faut anticiper. Donc on va raisonner, encore une fois, il n'y a pas de solution magique, par tronc commun. Qu'est-ce qui est pertinent dans tous les cas de figure? Probablement de faire une dose de logement, probablement d'intégrer cette dimension d'intégration urbaine, probablement de faire de l'ultra bas carbone, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire un projet, et ça ne suffit surtout pas, je reboucle sur le thème du jour, à mettre de la vie et du sens dans tout ça. Ça, c'est une recette de cuisine technocratique, de faire du RE 2028 ou du, je sais pas quoi, tant de pourcentage de logement, etc. Mais c'est pas ça qui donne du sens. Et voilà, donc je ne sais pas, on vous reviendra vous présenter la solution quand on l'aura trouvée. On commence à y réfléchir avec tout le monde. Une autre, d'ailleurs, constante, évidemment, c'est qu'on ne peut plus décider de ça toute seule, donc on est en pleine concertation, réflexion partagée, participative, pour être sûr de rien louper, de bien essayer de dégager une voie de consensus. Mais voilà, c'est pas facile de faire la ville aujourd'hui dans ces conditions. Et vous avez prononcé les mots importants, je crois que c'est, ou le mot important, c'est l'incertitude.
Parce que finalement, quand on construisait il y a 20 ans ou 30 ans, la guerre n'était pas si proche, le risque d'ouragan, de tempête, d'inondation, qui devient très fréquent aujourd'hui, peut-être pas à la Défense, mais quand même dans pas mal d'endroits, n'existait pas non plus ou existait moins. Et peut-être que ces incertitudes nous rendent un peu prudents ou peureux. Ouais, modeste en tout cas, je m'en tiens. Enfin, d'ailleurs, je me rends compte à chaque fois qu'on a cette litanie des facteurs d'incertitude, de crise. Si on se projette en 2019, le grand sujet 2019-2018, et je le sais encore une fois parce que je l'avais appris à l'Institut Palladio, grand sujet d'interrogation des théoriciens, des urbanistes de l'époque, enfin à l'époque parce que c'est les mêmes personnes, c'était les conséquences des gains de productivité à intervenir sur le travail tertiaire, l'intelligence artificielle, la robotisation, les machins. Ces sujets, on n'en parle plus, si on en parle quand il y a le lancement de l'iPhone 50 ou le machin, mais ça n'est plus au cœur du débat public. Et pourtant, c'est toujours là. Et ça viendra, ça va venir. On sait, la défense, c'est un peu le royaume, alors il n'y a pas que ça, mais des bullshit jobs, des chefs de projet qui font des tableaux Excel et des présentations PowerPoint. On sait que ces choses-là, on n'est pas aujourd'hui avec les outils dont on dispose, mais peut-être demain ou après-demain, en capacité de les autonomiser et de les désincarner, de les déshumaniser, ou en tout cas de les envoyer dans des pays où le travail est moins cher. Qu'est-ce qu'on fait du travail de l'entreprise et d'un environnement dédié au travail comme la défense une fois que cette révolution-là, puisque je suis certain qu'elle finira par arriver, sera passée? Autre facteur d'incertitude, j'ai autre question à laquelle je n'ai pas de réponse malheureusement. Merci beaucoup. Merci de votre attention, mais peut-être que vous avez sûrement des questions. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'évolution qu'on peut attendre sur les infrastructures de la défense? C'est quand même partie du bien-être. Hein. Absolument. Alors j'ai parlé effectivement du fait qu'on était d'abord préoccupé par le fait de garantir que ça ne s'écroule pas, etc. Donc ça c'est bon, ça c'est sous contrôle. Oui. C'est pas la chose la plus médiatique effectivement, mais voilà. Et au-delà de ça, déjà tout le monde le sait, il y a un effort continu qui a été apporté à la desserte en transport en commun du quartier. D'ailleurs un sujet de débat. On pourra parler du Grand Paris Express après, mais en tout cas, on a accueilli le prolongement du RER E et OL au printemps dernier. Je ne sais pas pourquoi ça marche une fois sur deux. Et donc voilà, donc on continue ce travail de maillage, densification. On aura la ligne 15 du Grand Paris Express donc, au début de la décennie prochaine. Et à côté de ça, une part là aussi méconnue, mais on a prévu de communiquer dessus, mais quand les chantiers seront finis, en fait, de ce qu'on essaye de faire, c'est de réhabiliter, de retrouver. Je parlais tout à l'heure de l'urbanisme de dalle et de ses atouts qui sont pas toujours évident, mais il y en a quand même certains. En fait, cette séparation des fonctions et cette organisation très rationnelle du réseau viaire et de ce qui se passe sous la dalle, on essaye, on est en train de le faire, il y a déjà des expériences qui sont en cours, qui sont en cours notamment pour les Jeux Olympiques cet été, de le mettre au goût du jour. Et donc, on est en train de déployer concrètement des pistes cyclables, des liaisons piétonnes dans nos tunnels souterrains pour améliorer d'une certaine manière. Alors, il faudra de la conviction, mais pour en faire des lieux de vie d'une certaine manière, en tout cas des lieux de flux plus apaisés et améliorer l'expérience là aussi. Voilà. Mais bon, sur les infrastructures, le sujet quand même effectivement prioritaire et qui a beaucoup occupé ces derniers temps, c'est le renforcement du maillage en transport en commun. Donc voilà, donc on a été les premiers à accueillir une de ces nouvelles infrastructures lancées dans une décennie 2000-2010, donc avec le prolongement du RER E. Donc le Grand Paris Express viendra en temps utile. Et donc, ce que je disais, on pourrait parler du Grand Paris Express. En fait, autant le RER E, je suis capable d'expliquer ce que ça apporte à la Défense. C'est génial. On est en 10 minutes à Gare du Nord. Donc, tous les Anglais, les gens d'Europe du Nord, qui étaient obligés pour aller donc soit prendre l'Eurostar, le Thalys, soit à Charles de Gaulle, de prendre le RER A, de faire des choses invraisemblables avec le RER B, etc. Aujourd'hui, ils ont une liaison directe qui va à Saint-Lazare, à Gare du Nord. À partir de là, ils peuvent prendre la ligne 14. Enfin, tout ça est génial. Ça, c'est facile à expliquer pour le confortement ou le renforcement du rôle de la Défense comme hub d'activité économique, etc. Ce dont je suis moins sûr, c'est l'impact réellement du Grand Paris Express. En fait, je ne suis même pas certain qu'il était absolument nécessaire
que le Grand Paris Express passe à la Défense. Parce qu'on dit ça va faciliter la vie des gens. Effectivement, ça va faciliter la vie des gens. Mais ça va aussi, et c'est tout le débat sur... Enfin, je sais que c'est le concept que Daniel Baer commente régulièrement. Quel est l'impact de cette notion de quartier de gare, en fait? On crée une nouvelle ligne de métro. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça facilite la vie quotidienne des gens ou au contraire, est-ce que ça contribue à les déraciner, à les éclater entre plein de lieux différents? Nous, ce à quoi va servir le Grand Paris Express, c'est ramener des gens ou permettre aux gens qui habitent très très loin de la Défense de venir ou de partir encore plus facilement du quartier. Pour leur confort d'usage au quotidien, ce sera certainement bien. Pour, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, leur identification au territoire, leur appropriation, leur enracinement, est-ce que ça apportera quelque chose? J'en suis absolument pas convaincu. Mais bon, au moins, pour ceux qui sont prisonniers aujourd'hui du tramway T2, ce sera plus rapide de venir, donc déjà, c'est pas mal. Mais bon. Je pense que la vraie révolution, c'était, ou ce sera quand il marchera correctement, le RER E. Dans la thématique de habiter la Défense, il est important, à mon sens, en tout cas on le voit dans d'autres métropoles, d'habiter aussi les pieds d'immeubles. Et en fait, à la Défense, avec cette architecture sur dalle, et finalement ces monoprogrammes en fait, qui sont jusqu'à maintenant beaucoup de tours de bureaux, on a peut-être délaissé par le passé ces pieds d'immeubles qui font la vie en fait enracinée. Quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'il y a un moyen de réparer ça? Le constat est évidemment très juste. C'est une... renforcé pendant assez longtemps, avant de commencer à s'infléchir un tout petit peu depuis 10-15 ans, je dirais. Mais effectivement, c'est à la fois par conviction de la séparation des fonctions jusqu'à l'extrême, et puis par la structuration du mode de propriété. Enfin, tout simplement pour un propriétaire, un investisseur classique qui est propriétaire d'un bâtiment, c'est beaucoup plus facile. Je me place dans la situation traditionnelle des années 70, 80, 90, d'avoir une tour complètement étanche avec une seule entreprise qui a ses bureaux dans les étages et sa cantine en bas et son accueil. Et puis comme ça, vous avez de compte à rendre à personne, vous n'avez pas de problème de sécurité, de gestion du public, de machin. Et donc, voilà, donc c'est très simple en fait. Et donc, dès lors que... on ne se posait pas la question que les gens, encore une fois, les gens, l'aménageur, l'opinion publique générale n'étaient pas là pour dire quand même ce serait bien que ces tours soient moins étanches et que la perméabilité des pieds d'immeuble, le passage entre le public et le privé soit plus simple. Mais tout simplement, personne ne s'en est occupé pendant assez longtemps. Et effectivement, il a commencé à y avoir un infléchissement. Oui, je dirais à partir des années 2000, on a commencé... alors c'est marrant, on parlait tout à l'heure du 11, pardon, je reviens à la question, mais ça fait partie de la réponse. On parlait tout à l'heure du 11 septembre de 2001. En fait, il se trouve que c'était le jour prévu, c'est la légende en fait, mais je crois que c'était vraiment ça, pour l'inauguration de Cœur Défense. Vous voyez ce que c'est Cœur Défense? C'est 2 tours jumelles avec... Voilà. Cœur Défense, c'était en fait... Ça devait être, parce qu'après il y a eu Vigipirate, en fait il y a toujours des raisons de ne pas faire, mais ça devait être l'affirmation du fait qu'on remettait la perméabilité entre le public et le privé, espace public, espace privé, au centre de l'agenda à la Défense. Tout le concept de Cœur Défense était de faire une rue piétonne, c'est ce grand atrium que vous avez en bas, dans lequel vous aviez des commerces et des espaces privés qui étaient ouverts au public et qui permettaient de gommer cette frontière entre la tour, l'espace sacré du travail et privé de l'entreprise, et l'espace public. Bon, donc comme je le disais, ça n'a pas tout à fait tenu sa promesse parce qu'il y a eu Vigipirate, il y a eu des contraintes de sécurité, mais c'est quand même aujourd'hui encore globalement le cas. Vous avez des commerces, concrètement, il y a un Starbucks où n'importe qui peut aller, même s'il fait partie de la tour. Et donc, bref, de plus en plus de bâtiments aujourd'hui, notamment à la faveur de leur réhabilitation, intègrent ces questions d'ouverture des pieds d'immeubles vers la ville. C'est absolument indispensable. Ça fait partie de la création d'un esprit des lieux et de l'appropriation de la Défense comme territoire de vie par les salariés, par les passants, par les habitants. Donc, il faut absolument poursuivre ce mouvement. Je ne peux d'ailleurs que regretter que le bâtiment Entre tous, qui aurait dû donner l'exemple de ça, notre seul monument public avant d'être historique, il faut qu'il ait 100 ans pour être historique, donc on attendra encore un peu, mais qui est la Grande Arche de la Défense, n'est jamais pensé sérieusement et correctement cette question de la perméabilité entre le dedans et le dehors, entre le public et le privé. Vous savez sans doute que vous savez pas, que le toit de la Grande Arche, en fait, a fait faillite, son exploitant a fait faillite 6 fois. La Grande Arche a été ouverte il y a 35 ans, 6 fois
l'exploitant du toit, c'est pas toujours le même, a fait faillite. La dernière fois, c'était une galerie d'art et un restaurant. Ça a à nouveau fermé parce que il s'en sortait plus d'un point de vue économique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans la Grande Arche. On peut un peu aller dans les espaces souterrains, voir un musée de l'histoire de France, mais qui d'une part est confidentiel, d'autre part est un sous-sol, donc c'est pas vraiment ouvert sur l'espace public. Mais à part ça, voilà. Notre marqueur principal, on l'a vu pendant les Olympiques, on ne voyait que ça. Et ce qui devrait, avant toute autre chose, fonder l'appartenance au quartier, ben, pour l'instant, c'est un peu loupé, quoi. Donc ça, c'est dommage. Mais, voilà. Oui, justement, qu'est-ce qu'on peut attendre des artistes pour la Défense? En fait, j'avais deux questions. Celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut attendre des artistes? On a vu à quel point le talent de la mise en scène peut changer complètement une ville avec les JO. Qu'est-ce que ça peut produire? Tous les arts, on va dire, à la Défense. Et la deuxième question est un peu différente, mais elle relève toujours, disons, des fonctions supérieures, en quelque sorte. C'est qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de l'économie de la connaissance, quoi. Là, tu as dit, il y a 15 000 étudiants, 15 000 étudiants, c'est ça, à la Défense. 35 000, c'est ça. Comment ça peut évoluer et quelle place ça peut prendre dans l'évolution du quartier? Alors, il faut penser d'autres usages. Et donc, les deux exemples que tu donnes sont parfaitement dans la cible, en l'occurrence. Le premier, alors l'art est un sujet en soi, mais plus généralement, les usages informels ne se réduisant pas à une occupation déterminée d'un espace, donc que ce soit donc l'art, mais aussi le sport, le loisir purement spontané, sont évidemment des choses totalement fondamentales. Pour ça, il faut introduire de l'imprévu, en fait. Il faut introduire de la vie, des choses qui ne sont pas récurrentes, pas répétitives. C'est d'ailleurs, enfin, et donc je reviens sur l'art, cette conviction est à la Défense présente depuis l'origine quasiment, comme dans les villes nouvelles, comme dans beaucoup d'opérations de grands ensembles. D'ailleurs, nos prédécesseurs se sont très tôt dit, et ils avaient parfaitement raison, qu'il fallait introduire de l'imprévu, il fallait proposer de l'imprévu, du gratuit, il fallait proposer aux gens, à la fois pour pas qu'ils deviennent fous dans cet environnement totalement rationnel, mais aussi pour les élever en esprit, quoi, leur permettre tout simplement de s'évader un petit peu, de réfléchir et d'interagir différemment avec l'espace, mettre des œuvres d'art partout dans l'espace public. Et c'est quelque chose qui a vraiment été mené de manière constante depuis que la Défense existe. On le fait encore aujourd'hui. On va en inaugurer une nouvelle, je ne sais plus quand, le mois prochain, je crois, à côté de l'immeuble Soprasteria. Enfin, voilà, on continue de le faire, c'est absolument fondamental. Mais au-delà donc de cette collection d'œuvres d'art en plein air, de ce genre d'intervention un peu monumentale, le fait de recréer des opportunités de spontanéité. Spontanéité, ça ne veut pas dire des manifestations d'art plan-plan hyper scénarisées. C'est même pas ça que les gens cherchent, mais simplement de l'expression spontanée. On a eu en début d'année 2024 l'occasion d'ouvrir pendant quelques semaines nos fameux espaces souterrains que certains connaissent peut-être, ont entendu parler, les espaces qui servent à rien, qui sont sous la dalle, qui sont clos, couverts, mais où il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu, les fameuses gares fantômes du métro. Puis voilà. On a ouvert ça à du street art. C'était même pas des productions d'une qualité dingue, enfin c'était pas des pièces de musée, mais de la création spontanée. On voyait les gens qui peignaient, qui faisaient n'importe quoi avec des lasers, de l'eau, etc. Et ça permettait surtout aux visiteurs d'interagir et de pratiquer cet espace d'une manière différente. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour finalement, pas la première fois, mais c'est encore assez rare depuis que la Défense existe, on leur disait, vous êtes finalement digne de décider vous-même de la manière dont vous pratiquez cet espace. On ne vous condamne pas au rang d'électron qui suit son fil entre le RER, la tour, le centre commercial. Vous avez le droit de dériver, vous avez le droit d'aller dans des endroits qui ne sont pas prévus pour. Machin. Et ça, voilà, et ça c'est super en fait. Le problème, évidemment, c'est que ça coûte cher, il faut des rues de sécurité, machin, mais il faut absolument qu'on puisse le refaire. Et bien sûr, et un jour ou l'autre, on arrivera à en faire quelque chose de plus durable. C'est inévitable, l'opportunité est vraiment trop belle. Voilà. Et l'économie de la connaissance, alors là, on n'est plus dans le spontané, mais plus dans l'organisé. Alors, ça me paraît fondamental. On a en réalité, donc on a effectivement ce tissu qui commence à se structurer d'établissements d'enseignement supérieur. On a des initiatives à la fois d'entreprises qui commencent à intégrer des dimensions de formation, de transmission de leur savoir. Je sais pas,
chose toute bête, on a Lefebvre Dalloz, les gens qui font les codes rouges là, qui sont installés à la Défense il y a un peu plus d'1 an. Dans leurs locaux, ils ont un amphi, ils ont des espaces établissements recevant du public avec des salles de cours qui sont ouverts à n'importe qui, où on peut aller en réservation ou en réservant, pardon, ou en achetant des programmes de formation, venir, un peu comme ici en fait, participer à des conférences, écouter, voilà. Donc ça commence à se développer de manière un peu informelle, pas partout, mais ça commence un peu. On a aussi un exemple, et je crois beaucoup à ce format de projet mixte, notre campus cyberdéfense, vous connaissez sans doute, un peu comme le Paris Santé Campus d'ICAD au bord du périph', des produits qui mélangent des surfaces tertiaires privées, des surfaces occupées par une université, ou des labos d'université, en tout cas, des startups, du grand public. On mélange tout ça, on essaye de trouver une économie qui tient notamment au fait que les grandes entreprises, en l'occurrence pour nous de la tech, ont intérêt à ce que ce genre de choses existe et le faire savoir, donc ils subventionnent. Et au total, on se retrouve avec une sorte de ruche où vous avez des gens qui bossent à leur bureau, des gens qui, des start-upers ensuite à capuche, des étudiants, etc., et du public et tout ça qui fonctionne et qui crée une émulation et une vie. Moi, je crois beaucoup à ce genre de concept. Évidemment, il faut une volonté politique, ça coûte de l'argent, encore une fois, mais voilà, ça permet de structurer et d'ancrer surtout sur le territoire, de faire venir des populations qui ne seraient pas venues et de les ancrer sur le territoire. Et donc voilà, ça c'est évidemment une expérience très réussie et j'aimerais beaucoup qu'on puisse la répéter. Ouais. Il y avait une notion assez à la mode il y a quelques temps, c'était la chronotopie. Donc l'idée d'utiliser des espaces qui ne sont pas faits pour ce pourquoi on voudrait les utiliser à d'autres moments que ceux auxquels ils sont utilisés d'habitude. Donc là, évidemment, je pense aux espaces privés de bureaux pendant le week-end, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a avancé. Qui a d'ailleurs avancé grâce à cette noble maison qui mène, dans le cadre de l'Université de la Ville de demain, depuis quelque temps, une démarche sur l'intensité d'usage, si je ne me trompe pas, justement, avec... et bien sûr, c'est une problématique qui est centrale. On a en gros 4 millions de mètres carrés de bureaux à la Défense, 300 000 mètres carrés de commerce, dont une grande majorité dans les centres commerciaux, et puis... 15 000 personnes, donc ça fait quoi? Ça fait, je sais pas, 7 000 logements, donc vous faites on doit avoir 500 000 m² de logements à peu près. Donc ça fait beaucoup de surface bâtie, et donc les logements, ils sont occupés le soir et le reste du temps ils sont vides, et puis surtout les bureaux, vous avez des plages de temps gigantesques dans lesquelles ils servent à rien. Donc, et les parkings. Et en plus, on a nos fameux parkings, parce qu'on a des fiers et heureux propriétaires de 25 000 places de parking souterrains. Donc à une époque, on était fiers, on disait que c'est le plus grand ensemble de parkings souterrains d'Europe. Alors c'est toujours le cas, mais on ne le dit plus parce que ça intéresse assez peu de... Je peux dire, j'ai la voiture diesel qui consomme le plus d'essence, on ne le dit plus, mais voilà. Mais on a toujours ce record-là. Et donc bref, beaucoup d'espace qui ne sert à rien. Donc oui, alors là aussi, il y a 1000 manières de traiter le sujet. Sur certains grands immeubles, et ça va en phase avec l'évolution de la manière dont nos immeubles tertiaires sont occupés aujourd'hui, j'en ai pas parlé, parce qu'on n'a pas parlé de tout, mais le modèle traditionnel, une tour égale une entreprise, ou éventuellement 2 entreprises à la Défense, il a aujourd'hui largement vécu. Notamment depuis le Covid, on a de plus en plus de propriétaires, et c'est très bien, qui louent leurs immeubles par étage ou par petits ensembles de 2 étages. Aujourd'hui, l'immense majorité des surfaces qui sont prises à bail à la Défense, c'est l'équivalent de quelques étages de tour. C'est des surfaces, dans le jargon, qu'on dit entre 1000 et 5000 mètres carrés. Donc ça, c'est déjà une première manière de répondre à la question, parce que quand vous avez... nous, nos bureaux sont à Cœur Défense. Cœur Défense, il y a à peu près 40 entreprises. Quand vous avez 40 entreprises dans le même bâtiment, vous avez plus de chances que le bâtiment, et notamment ces fameuses surfaces difficiles à rentabiliser, comme les restaurants interentreprises, les amphis, etc., soient utilisées une part substantielle du temps que s'il y a une seule entreprise qui a son organisation, ses horaires, etc. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Puis après, le deuxième élément, c'est de développer, mais ça, ça ne peut pas être systématique, il faut le faire au cas par cas, des usages hybrides, que ce soit des coworking, que ce soit des espaces informels qui puissent servir à plusieurs choses à la fois. Et puis ces fameux projets mixtes, encore une fois, de ce point de vue-là, des projets qui seraient à la fois du logement et du bureau, avec des petits ateliers ou des pièces, des espaces de coworking intégrés dans les logements, à l'inverse des locaux de bureau qui intègrent une partie recherche, une partie hébergement. C'est vers ça qu'il faut qu'on tente de toute façon. On a une
voilà, un effacement qui n'est pas complet, mais qui est quand même bien avancé des frontières entre les usages des lieux, avec par ailleurs une convergence de tout ça quand même autour du logement, qui devient aujourd'hui le référent central, plus que le bureau de la vie de tout un chacun. Donc voilà, donc peut-être que demain, l'avenir, c'est de faire des immeubles qui, je sais pas, réglementairement ou sur le papier, seront des immeubles de logement, mais en fait qui pourront servir tant à étudier qu'à travailler, qu'à faire, je sais pas quoi, du sport. On n'est pas tout à fait là encore, mais bon, il faut être ambitieux et voir à moyen terme. Votre truc, là. Ça rappelle un peu le confinement. Ben ouais, mais c'est comme ça qu'on vit maintenant, en fait. Donc, je suis Astrid Veil, directrice générale de Groupama Immobilier. Je voudrais faire un petit exercice avec vous de positivisme. C'est pas de la démagogie vis-à-vis de Pierre-Yves. Parce que, alors, si je fais un parallèle avec les Jeux Olympiques, on avait dit les Jeux Olympiques, ça va être horrible, ça va être nul. De toute façon, ça sera mal organisé. On ne pourra pas circuler. Et nous, les Parisiens, on va tous se tirer ailleurs parce que ça ne nous intéresse pas. Et puis, de toute façon, ça ne sera pas bien. Et donc, on est quand même revenu sur ce constat en se disant que c'était formidable. Et tout le monde est d'accord pour dire que les JO, c'était formidable. Et bien, la défense, c'est un peu pareil. On entend beaucoup, la défense, c'est pas sympa, c'est des grandes tours, il y a trop de monde. On n'a pas dit ça. Il y a du vent. Non, mais on l'entend. On l'entend. Il y a du vent, les immeubles sont obsolètes. Et pourquoi est-ce qu'on a fait cet urbanisme qui finalement semble très daté aujourd'hui, alors que ça plaît à personne? Mais quand on interroge les gens qui travaillent à la Défense, ils sont très contents. Parce qu'ils ont plein de services qui ne mettent pas du tout longtemps pour aller travailler. Et que si on fait un nuage de points des temps de transport des collaborateurs de toutes les grandes entreprises d'Île-de-France, la Défense, ça gagne toujours. Toujours. Et donc, pourquoi est-ce que... Alors tu disais, Pierre-Yves, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire la Défense comme ça dans les années 70 ? J'ai pas la réponse. On peut demander à Christian Pellerin, il nous répondra. Mais je pense qu'on a fait la Défense dans les années 70 comme on a fait toutes les villes dans les années 70. C'est-à-dire avec des quartiers monozonés pour l'habitat, pour le travail. Et puis on n'a pas mélangé ces fonctionnalités parce que c'est pas comme ça qu'on voyait la ville à ce moment-là. Et on est revenu de ça. Et ce qui est important, c'est que les critères de désirabilité de l'immobilier, c'est comme tout, ils changent. Et aujourd'hui, un immeuble désirable, c'est quoi? C'est un immeuble qui est bien localisé. C'est un immeuble qui est... c'est en 1. Oui, mais je disais ça, c'est pas nouveau. Non, mais c'est pas nouveau. Mais c'est quand même fondamental. Et la Défense répond à ce critère d'être bien localisé. C'est un immeuble qui est bien aménagé et bien décoré. Parce que c'est quand même... c'est plaisant d'aller travailler dans un truc où c'est joli à l'intérieur. C'est un immeuble qui a une efficience thermique, énergétique, carbone, parce qu'on a quand même besoin de ça. Et donc ça, la Défense n'y répond pas complètement, mais les fondamentaux sont là, en fait, pour pouvoir, quand on est un investisseur comme nous, injecter des CAPEX, et c'est quand même ce qu'on a fait sur la Tour de Link. On a décidé d'injecter des CAPEX dans un immeuble dont on est propriétaire. Alors certes, il va être occupé par Total, tant mieux, mais on décide d'injecter des CAPEX dans cet immeuble pour en faire un immeuble désirable. Et donc, je ne pense pas du tout qu'il y a plein de mètres carrés vides et que c'est pas sympa d'aller à la Défense et qu'il faut réinventer la Défense complètement parce qu'il y a plein de mètres carrés vides. Je pense qu'il y a des effets anniversaires avec des tours qui se vident. Et puis évidemment, comme c'est des tours, ça fait tout de suite des dizaines de milliers de mètres carrés, donc ça fait beaucoup. Mais moi, si je suis un chef d'entreprise, entre 1 200 € du mètre carré à l'Étoile et 300 € du mètre carré économique, même un peu moins en ce moment, à une station de RER, je ne sais pas. Je me pose peut-être la question. En tout cas, en tant qu'investisseur ou en tant qu'utilisateur, je veux habiter dans la ville désirable. Et la ville désirable, c'est une ville qui n'est pas la ville monozonée des années 70. Donc oui, je veux de l'animation des pieds d'immeuble. Oui, je veux qu'il y ait une activité jour-nuit équilibrée, donc du logement et des activités tertiaires. Je veux bien qu'il y ait des étudiants aussi, peut-être même encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'on a fabriqué Saclay, on a été mettre des étudiants à Tataouine, là, sans transport, dans un champ de patates. On a dit, c'est pas grave, on va mettre les entreprises avec eux là-bas. Pourquoi on ne fait pas venir les écoles à la Défense à la place? Parce que les entreprises, elles sont déjà là. Et c'est très facile de transformer un immeuble de bureau, une tour, en école, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour la faire.
Et en plus, les étudiants, c'est bien parce que ça fait toujours monter tout le monde vers le haut. Et on n'a jamais vu, autour d'une école, qu'elle soit élitiste ou pas, d'ailleurs, on n'a jamais vu des choses qui allaient vers le bas. On a toujours vu plutôt des choses qui allaient vers le haut. Donc moi, je trouve que c'est bien, dans une dynamique d'équilibre de la ville. Et donc, tout ça, en fait, tout ce travail que vous êtes en train de faire... Puis alors, il y a d'autres fondamentaux, en fait. Moi, quand je vais dans une ville, j'aime bien aller dans les rues piétonnes parce que c'est sympa. La première rue piétonne près de chez moi, ça s'appelle la Défense. Il n'y a pas plus piéton que la Défense. Alors oui, mais c'est compliqué parce qu'il faut monter sur la dalle, c'est un niveau au-dessus. Oui, mais sauf que ça a été traité, puisque maintenant, que ça soit côté Courbevoie ou côté Puteaux, il n'y a plus tellement de barrières physiques entre la ville et la dalle. En tout cas, c'est plus facile à franchir. Et puis même, on peut y aller à vélo maintenant. Et donc, moi, je trouve que tous les fondamentaux sont bons. Et donc en tant qu'investisseur pour Groupama Immobilier, je ne suis pas du tout inquiète. En tant qu'utilisateur d'un immeuble, puisque nous avons nos bureaux, alors pas un Trapoir, mais à Nanterre, en face de Paris La Défense Arena, je ne suis pas inquiète non plus, en fait, pour mes collaborateurs. Et donc, voilà, c'était mon cri de positivisme. Comme les JO, c'était bien, la Défense, c'est bien aussi. Merci. Belle conclusion. Vous voulez ajouter un mot de conclusion ou... Non, juste, merci pour l'invitation, mais au-delà de ça, pour le choix du thème, je dois dire, quand Pierre Ducret m'a proposé, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de la Défense? C'est quand même une manière assez singulière de poser le sujet. Et bon, d'une part, c'est intéressant, puis d'autre part, ça évoque vraiment un angle de lecture qu'on pratique assez peu. Enfin, je pense que le Caire, avant Martine Aubry, c'est quand même d'abord des philosophies qui s'opposaient au rationalisme justement désincarné qui a trouvé son accomplissement d'une certaine manière et qu'on représente à la Défense. Donc c'est une manière de prendre un contrepoint de ce dont on est dépositaire chez nous qui est intéressante, et ça converge autour de l'idée de penser d'abord la ville par les gens qui la pratiquent, qu'ils en soient contents, c'est le cas de la majeure partie d'entre eux, comme l'a dit Astrid, ou qu'ils en soient moins contents, qu'ils aient d'autres attentes qu'on doit anticiper et gérer dans l'incertitude. Donc voilà, merci à tous. Et puis je pense qu'on se reverra dans 5 ans pour dire si ça a avancé ou si on a encore les mêmes injonctions à adresser à nos chers propriétaires. Merci beaucoup. Merci.